Yannick Jadot, bonjour. Alors vous êtes député européen. Alors l'étiquette c'est les Verts EELV. Où vous en êtes vous-même? Est-ce que vous le savez? Puisqu'il y a des troubles dans la force, comme on dit. Écoutez, il y en a quelques-uns qui sont passés du côté obscur de la force en pensant qu'il serait mieux potentiellement réélus sur des listes socialistes. Tant pis pour eux. Vous savez, nous on a quelques difficultés avec le cumul. Il y a quelques parlementaires qui aimeraient bien pouvoir cumuler avec les socialistes, qui est toujours une pratique très répandue. Moi, je suis Europe Écologie Les Verts, sans problème. Bon, c'est bien pour la traçabilité du député, c'est important. C'est important, et puis je fais le tour de toutes les régions, parce qu'aujourd'hui, je considère que les régions sont le terrain de démonstration des solutions écologiques. Et qu'on ne peut pas se rater sur cette élection, surtout quand elle intervient en même temps que la grande conférence mondiale sur le climat. Alors, il se passe des tas de choses, on est un peu troublé. Justement, ces méta-régions qui sortent un peu de nulle part. Genre, j'ai perdu aux européennes. Regarde là-bas, si j'y suis, il y a des grandes régions. Bon, est-ce que la France a intérêt à avoir des landers ? Ah, la France aurait intérêt à avoir des lenders, mais en donnant les compétences des lenders. Parce que le problème là, dans ce jeu de décentralisation, c'est que ça a d'abord été un redécoupage géographique avant de s'intéresser au fond à la pertinence des régions en matière de territoire culturel, de territoire démocratique, de territoire culturel, de territoire social, de territoire économique. Mais que, au fond, on a les régions petit à petit, et heureusement, ont de plus en plus de compétences, mais qu'il leur en manque. La force des lenders, c'est que elles ont comme compétence aussi, pour partie, la fiscalité, que les lenders ont des moyens extraordinaires qui leur permettent, y compris de rentrer dans le capital des entreprises, pour que les entreprises aient de vraies stratégies industrielles et non pas simplement des stratégies financières, des actionnaires, que ça a permis aussi de faciliter ces très grandes PME ou ces très grandes entreprises de taille intermédiaire allemandes, et qui ont encore une fois toujours la volonté de rester sur les territoires, la volonté de penser l'avenir à 5, 10 ou 15 ans, plutôt que d'avoir leur avenir sur le prochain trimestre. Est-ce que je peux en déduire que vous ne faites pas vôtre la loi NOTRe ? La loi NOTRe, il y a des avantages, je veux dire, mais moi je trouve très dommage qu'au fond, cette décentralisation qui ne dépend ni de notre situation économique, ni de la globalisation, ni de quoi que ce soit une décentralisation qui ne soit pas allée aussi loin. Encore une fois, il faudrait donner le pouvoir fiscal aux régions, il faudrait leur donner un vrai pouvoir en matière de politique agricole, en matière de politique énergétique. Elles ont accru leur pouvoir en matière sociale, y compris en matière, je pense, d'éducation, parce qu'au fond, on a besoin aujourd'hui que les citoyens retrouvent le goût de la chose publique, retrouvent le goût de la politique, mais ça, ils ne retrouveront ce goût-là que s'ils peuvent être partie prenante des décisions qui sont prises. S'ils peuvent être acteurs de la transition énergétique, notamment de l'installation des énergies renouvelables, s'ils peuvent être acteurs de l'agriculture de proximité et de la décision sur leur alimentation, s'ils peuvent être acteurs des infrastructures de transport, et on peut développer ça sur beaucoup de dimensions, il est essentiel que, encore une fois, les citoyens puissent retrouver le contrôle d'une partie de leur destin dans un monde qui est terriblement en désordre. Alors vous êtes pour plus d'autonomie, mais est-ce que finalement on n'arrivera pas au cas de la Catalogne où finalement Midi, Pyrénées, Languedoc-Roussillon, ski alpin voudra devenir un vrai pays tout seul au sein de l'Union européenne? Ça n'existe pas un pays tout seul. Non, parce que nous les chevènementistes on a peur. On est dans un monde ouvert. Donc le régionalisme que nous portons n'est pas un régionalisme de repli, n'est pas un régionalisme pour être uniquement entre nous et ne plus vouloir des autres. C'est pas un régionalisme de fermeture, c'est un régionalisme d'ouverture. C'est de dire au fond, à l'échelle des régions, on peut remettre de la démocratie. On peut reprendre une partie de la décision sur nos vies. Mais on est pour des régionalistes, notamment dans le cadre européen, parce qu'on a besoin de l'échelle européenne pour lutter contre les paradis fiscaux, pour réguler la mondialisation,
pour lutter contre le dumping social ou le dumping monétaire. On a besoin de l'Europe aussi pour se donner les capacités d'innovation, les capacités d'investissement, la solidarité nécessaire dans les régions. Parce qu'il ne s'agit pas que les régions riches prennent leur autonomie et que les régions pauvres se retrouvent toutes seules. Donc il faut organiser cette solidarité, mais qui est une solidarité de co-développement et pas au fond une autonomie qui vise à, comme on le voit par exemple en matière de logement social en France, vise à laisser les riches tranquilles dans leur coin et les pauvres tout seuls à se démerder. Oui, mais les pauvres sont chiants. Enfin, je sais pas, vous en avez croisé en vrai. Enfin bon, c'est pas ça. Le sujet, l'idée, c'est... Moi, je suis d'accord avec vous dans l'absolu. Dans le détail, vous qui êtes parlementaire européen et vous allez même à la Commission européenne, vous n'êtes pas sans savoir qu'en face de la Commission, il y a les bureaux du lobbying et qu'il y a, pareil, qui sillonnent le Parlement européen des lobbyistes. Et puis, quand ils sont pas lobbyistes, ils sont commissaires européens et vice-versa. Donc finalement, c'est même plus le cheval de Troie, c'est de la congruence. Alors comment... Il y a une endogamie, mais attention, est-ce qu'il n'y a pas de lobby à l'échelle du Languedoc-Roussillon? Il n'y a pas de lobby à Perpignan? Il n'y a pas d'arrangement entre la politique et les entreprises locales? Il n'y a pas de lobby à l'échelle du pays? Quand on voit le gouvernement rappeler à un Premier ministre qui rappelle l'absolue nécessité de déplacer l'aéroport de Nantes-Atlantique, qui est un très bon aéroport, pour le mettre à Notre-Dame-des-Landes parce que ça sert Vinci. Il n'y a pas de lobby d'EDF et d'Areva. Vous n'allez pas vous opposer à un grand peintre. Léonard de Vinci, quand même, c'est sympa, il a fait la Joconde. Oui, mais là, ils vont surtout faire des parkings, au fond. Parce que vous savez, dans les aéroports aujourd'hui, c'est pas le fait qu'il y ait des avions qui décollent qui soient rentables. C'est le fait de faire des parkings qui coûtent très cher. C'est comme ça que les entreprises gagnent de l'argent sur les aéroports. Donc, du lobbying, il y en a partout. Et évidemment, il y en a à l'échelle européenne. Oui, mais là, il y en a un taux... si c'était ça dans le sang avec du cholestérol, on serait mort. Mais oui, mais c'est aussi... C'est le mauvais cholestérol de l'Europe. C'est aussi à l'échelle européenne qu'on a développé les meilleures lois de protection de l'environnement. Moi, je me bats toujours pour qu'elles soient plus fortes. Qu'elles soient appliquées déjà. Mais ça dépend. Par exemple, la France se fait régulièrement taper sur les doigts, se fait régulièrement sanctionner financièrement parce que la France n'applique pas les lois européennes. Et je parlais tout à l'heure du scandale Volkswagen. C'est le scandale Volkswagen comme le scandale sur le diesel. C'est des gouvernements nationaux sous pression des lobbies nationaux de l'automobile qui vont saboter une loi européenne de protection de la santé et de l'environnement. Quand on parle du littoral, heureusement qu'il y a les lois européennes de protection du littoral. Quand on parle de la qualité de nos eaux et de nos sols, c'est les lois européennes aujourd'hui qui nous protègent contre les lobbies agricoles qui sont d'abord des lobbies nationaux. Donc, il y a du lobby à l'échelle européenne, il y a des conflits d'intérêts à l'échelle européenne, mais attention à ne pas se tromper. Si on veut, encore une fois, éviter la concurrence fiscale entre les pays européens, si on veut éviter le dumping social, si on veut avoir de la protection de la santé et de l'environnement, quand on voit la libre circulation par exemple des produits agricoles ou des produits alimentaires à l'échelle européenne, eh ben, il faut des lois communes. Mais, vous savez, l'Europe, elle va aussi mal que va mal la France. Ce sont les mêmes majorités politiques, malheureusement. Est-ce que la France va mal parce qu'elle est en Europe? Mais pas Ou l'Europe va mal parce que la France est en Europe? Vous pensez que la France toute seule, aujourd'hui, contre la Chine, ça pèserait lourd? Oui, vous pensez mais que la France toute seule, contre le dérèglement climatique, ça pèserait lourd? Donc il faut, évidemment, je ne dis pas que ça se passe bien en Europe. Moi, je ne défends pas l'Europe telle qu'elle existe. Je défends l'Europe telle qu'elle devrait être. Est-ce que c'est pas une utopie? Mais jamais, ça peut pas. Vous savez, quand les Américains, au début du XXe siècle, le budget fédéral c'était 1%. Les États étaient extrêmement divisés. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont une grande puissance parce qu'ils ont décidé de mettre en commun de la souveraineté. Après, c'est une grande puissance au service de choses positives quand les citoyens veulent des choses positives et qui votent pour des partis positifs. Et c'est une grande puissance au service de Bush et de la guerre en Irak et du chaos qu'il y a aujourd'hui au Proche-Orient quand les Américains ils votent pour Bush.
La démocratie, Pour Bush, c'est pour, pas pour Obama plutôt. Non, je parle de l'Irak. D'accord. Parce que là, on est quand même en train de prendre le chaos en Syrie. Oui. C'est aussi le résultat du chaos en Irak Oui, et de la oui. guerre de Bush. Ce que je veux dire, c'est que la démocratie, à un moment, ce sont des majorités politiques. Notre boulot, c'est d'essayer d'être majoritaire. Mais quand, quand le Front National fait 40 ou 45% de voix à Perpignan, c'est aussi la démocratie. Oui. Et nous la combattons. Mais c'est aussi la démocratie. Non, et je dis pas, Perpignan, on doit sortir de Perpignan, comme d'autres disent, on doit sortir de l'Union européenne, parce que ce sont des mauvaises majorités politiques. À nous de gagner les combats. Est-ce que le dispositif électoral ne fait pas en sorte que finalement ce soit les deux, et joyeusement les journalistes nous le disent quand ils passent à la télé, ils disent on n'est plus en bipartisme, on est en tripartisme. Ce qui est un déni de démocratie, genre les Verts ça compte, on vous laisse une assiette, mais enfin réclamez pas 2 fois du dessert quand même. Mais c'est tout notre combat, c'est aussi de changer les institutions. C'est sûr que les institutions qui sont totalement organisées au fond pour que ce soit les socialistes, soit l'ex-UMP qui gagnent, on voit le résultat. Le résultat, c'est à la fois la montée de l'abstention et la montée du Front National. Et aujourd'hui, la pire des ironies, c'est qu'ils nous demandent systématiquement aux élections de nous sacrifier. Oui, ben oui. Parce que maintenant, il y a le Front National qui est le résultat de leur délitement politique à eux. À nous de mieux convaincre les citoyens d'aller vers nous, qu'on a les bonnes propositions, qu'on a un projet qui peut leur permettre de vivre mieux, et pas simplement un projet qui vise à dire on attend le retour des 30 Glorieuses, on attend le succès du libéralisme. Vous savez, il y a une phrase d'Einstein. Einstein disait la bêtise, au fond, c'est quand on recommence la même erreur en pensant que cette fois-ci on aura plus de chance. Et là aujourd'hui, on est comme ceux qui se jettent de l'immeuble et à chaque étage on se dit ça va mal et on espère que quand on va arriver en bas, quand on va s'écraser, ça va aller mieux avec un peu de chance. Le libéralisme aujourd'hui, c'est ça. Malheureusement, à nous de convaincre qu'il y a une alternative à ça. Alors, Jean-Vincent Placé... c'est qui Jean-Vincent Placé ? Je crois que c'est un cheval qui est placé dans la 5e, mais qui ne va pas gagner. Trouvait que il a quitté EELV, les Verts, donc parce que il y avait trop de gauchistes. Est-ce que vous êtes un gauchiste, Yannick Jadot ? Moi, je me souviens Jean-Vincent Placé qui adorait être en photo avec Mélenchon, qui adorait être à la fête de l'humanité quand il pensait que c'était justement la bonne course ou le bon canasson sur lequel il fallait monter. Moi, je sais que Jean-Vincent Placé a fait partie de ceux qui ont tué la dynamique d'Europe Écologie parce qu'il a voulu en faire une toute petite boutique à son service, au service de ses ambitions. Je vois qu'aujourd'hui, Jean-Vincent Placé considère que, au fond, c'est les socialistes qui vont servir ses ambitions, mais ça, c'est son histoire à lui. C'est en aucun cas l'histoire de l'écologie politique. Alors, en tout cas, pas celle qui arrive. L'écologie politique, il y a un rapprochement rouge-vert, si on peut dire. Est-ce que vous, ça vous dérange pas d'être associé à des Che Guevaristes Vous savez, comme Francis Das, ici, par exemple. Vous savez, j'ai une vision de Che Guevara. J'ai eu quand j'étais jeune, comme beaucoup, un briquet, un t-shirt. J'ai l'affiche dans la chambre. Ouais. Après, j'ai commencé à lire. Mitterrand, et là, ça sentait mauvais. J'ai commencé à lire ce qu'il écrivait. Ouais. Ça a commencé à m'inquiéter. Ouais. Et que j'ai vu que c'était pas forcément l'ami de ceux qui, au fond, pouvaient aussi avoir une vision un peu libertaire de la société. Mais peu importe, je veux dire, le sujet aujourd'hui, c'est pas Che Guevara. Ce que je vois, c'est que selon les circonstances, selon les affinités politiques, selon les affinités de combat, il y a des gens aujourd'hui qui se réunissent pour porter une alternative justement à des logiques un peu féodales, à des logiques du statu quo, à des logiques il n'y a pas d'alternative à ce qui se passe. Et je crois qu'il faut se donner les moyens de gagner et de porter un nouvel espoir. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces messieurs Jourdain, justement, du thatcherisme, qui disaient no alternative, il n'y a pas d'alternative. Ouais. Est-ce que vous avez un message qui leur paraîtra pas utopique? Plutôt que le TINA, vive les tapas.
Voilà. Tapas, c'est there are plenty of alternatives. Voilà. Alors on va arriver à votre livre, puisque je suis tabassé par Maître Corneliès derrière. Pas parce qu'il est dans un donjon sadomaso. Faut toujours avoir un avocat pour que je sois. Oui, bah, ne serait-ce que pour manger des crevettes. Comme disait Benzema, faut toujours avoir un avocat pour que je sois. Donc, climat, la guerre de l'ombre. Donc, on arrive... Alors, c'est marrant que vous luttiez contre le TAFTA. Enfin, moi, je comprends parce que je sais que c'est un danger. Mais dans la mesure où on est dans une Europe qui est en soi un TAFTA, puisque c'est la concurrence libre et non faussée, pourquoi vous trouvez plus vulgaire le TAFTA que le fonctionnement libéral de l'Union européenne? Parce que moi, je me bats au Parlement européen, comme beaucoup de mes amis, pour qu'il n'y ait pas de concurrence fiscale, pour que la politique reprenne ses droits, pour que l'Europe soit d'abord un espace démocratique. Vous savez, je trouve toujours étonnant les nationalistes de droite comme de gauche qui disent au fond, il faut revenir à la France. Est-ce que la France aujourd'hui n'est pas une France libérale ? Si. Mais ils considèrent que la France, même si elle est libérale aujourd'hui politiquement, même si peut-être que quand même la majorité de l'opinion publique dans ce pays est plutôt de droite, ils considèrent que la France est un espace démocratique où il faut se battre pour ses idées. Et ben moi je considère que l'Union européenne est un espace démocratique où je veux me battre pour mes idées, parce qu'on ne sortira pas de la nasse dans laquelle on est sans l'espace européen, comme on ne sortira pas de la nasse dans laquelle on est sans l'espace des régions. Alors, moi, dans l'absolu, je suis d'accord avec vous, j'aime bien tout ce que vous faites, le livre, machin, tout ça. Mais là, je viens d'avoir une question de Joseph Staline qui nous dit Yannick Jadot, combien de divisions? Yannick Jadot, combien de divisions? Ça dépend des élections. Il y a des élections. Et je parle pas de division à cause de ce qui s'est passé avec Placé, je veux dire division de l'année. Oui. Non, bah écoutez, il y a des élections où on réussit bien. Je trouve que cette liste Nouveau Monde dans la région, elle réussit bien. Ça vous le saurez après l'élection. Bien sûr, mais elle développe ses divisions. Et puis vous savez, quand on est potentiellement sur un électeur sur deux qui se déplace pas, je pense que notre responsabilité sur un politique... malentendu, ça peut marcher. C'est comme dans... Non, c'est pas sur un malentendu. Justement, c'est que je crois qu'aujourd'hui la politique fonctionne sur des malentendus. Et qu'au fond, aller chercher chaque électeur en disant, vous savez, vous ne devez pas forcément désespérer de la politique. Il y a des gens qui apportent des réponses à votre vie quotidienne, que ce soit sur votre logement, que ce soit sur la santé, que ce soit sur la façon dont vous allez vous transporter, ce que vous allez manger, la façon dont vous allez vous soigner, la culture à laquelle vous allez pouvoir accéder. Eh ben, nous portons ces réponses, et si on peut les faire revenir à la politique, eh ben, on luttera à la fois contre le dérèglement climatique et contre le dérèglement démocratique. Alors, moi j'aimerais bien vous voir plus souvent à la télé, Yannick Jadot, là vous me dites des choses, ça me fait plaisir. Pourquoi des gens comme vous, on les voit moins? Parce que je crois qu'une partie des médias, malheureusement, se satisfont du jeu politicien, ont un peu peur au fond du débat d'idées, croient que les électeurs sont d'abord des consommateurs de télévision et qu'il faut leur faire du cirque et de la publicité pour le pain, plutôt que d'essayer de les éduquer, y compris sur leur citoyenneté. Alors, est-ce que vous pouvez pas me dire un truc choc du type « la France est un pays de race verte » ? Non, je peux pas dire ça. En revanche, ce que je pourrais vous dire, c'est que la France aujourd'hui est un pays qui pourrait, au fond, un peu moisir si on laisse ce pays entre les mains de ceux qui leur balancent des signaux de peur, de haine, qui les abreuvent de nostalgie régressive, et que notre responsabilité, c'est d'avec eux, de construire un chemin pour un avenir positif et bienveillant. Alors ce livre, pourquoi ? Là, les Russes, je pense qu'ils ont totalement décroché, là. Mais ouais. Non, mais ils sont forts. Les Russes sont endurants. Les Russes sont forts. Quand on gagne Stalingrad, on est endurant. Ouais. Donc, qu'est-ce le livre, c'est quoi l'objectif? Ça sort pas ex nihilo, il y a une stratégie derrière, enfin une stratégie, c'est une intelligence derrière. Pourquoi vous sortez ce livre maintenant? Parce que c'est un livre sur le climat, que nous avons un sommet mondial sur le climat, et qu'au fond, alors qu'il y a une alerte scientifique qui nous dit potentiellement le chaos lié à notre inaction sur le climat, alors qu'il y a une révolution citoyenne où les gens sont de plus en plus préoccupés par cette question, où il y a de plus en plus
de citoyennes et de citoyens qui agissent, alors qu'il y a une révolution dans le domaine de l'énergie, où on voit que les énergies renouvelables sont aujourd'hui des énergies plus compétitives que les énergies fossiles et évidemment que le nucléaire. Eh ben, il faut expliquer qu'il faut pousser les États à prendre le parti de la révolution citoyenne, de la révolution énergétique. Et j'ai voulu expliquer ces rapports de force à travers plein de charmantes personnes qui font des choses extraordinaires sur le climat. Et j'ai voulu expliquer ceux qui nous empêchent d'agir. La révolution par l'action, quoi, finalement. Qu'il y a une guerre de l'ombre autour de ce changement de modèle de société. Et qu'au fond, cette guerre de l'ombre, c'est aussi une guerre de libération, parce que justement, il est possible de se libérer de ces lobbies qui nous empêchent de bien vivre ensemble. Yannick Jadot, merci. Salut.